Et voici pour vous, mesdames et messieurs, la grande émission, le grand talk show que vous attendez avec grandautomobile.fr et la bande AJM. Les experts automoto sont sur Maxi, 107.1, 107.3 FM. Cette émission est également filmée et diffusée en ce moment sur la chaîne TV de grandautomobile.fr. Chaîne TV aux 2 millions de vues sur YouTube. On peut applaudir quand même. Ouais, on peut faire un peu de bruit. Faites du bruit. Cette émission donc, vous est proposée grâce à nos partenaires, sans qui rien ne serait possible, vous le savez maintenant. Je veux parler de Maxi, notre diffuseur, Audi Martinique, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière qui nous reçoit si parfaitement, le Crédit Mutuel anti-Guyane et le Speedy, vos 5 centres de réparation automobile en Martinique. Va donc chez Speedy. Ils sont forts, trop forts. Merci à Roger Albert, distribution boissons et épicerie fine. On recevra dans un moment avec Steven Rosban et Thierry Tumerville, Rodrigue Théodore de l'Azatropique à la place de Clément Marie et Gaëtan Absalon à la place de Guy Raphaël Pin de l'Aza Martinique. Et dans la foulée, nous recevrons Guillaume Dabroto à la tête de la concession moto Ducati et Harley Davidson, juste à côté d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu en passant à Dillon, tout le monde l'a vu. On ne parle pas de marque, mais après Carrefour. Une nouvelle concession très mignonne. Voilà. On parlera moto et moto mythique de surcroît. L'une pour son impact sur le sport moto, c'est Ducati bien sûr. L'autre pour son impact sociétal, bien sûr. On peut le dire, c'est Harley Davidson. Et d'ailleurs, Steven, qui est le roi de la rubrique, c'est de la chronique, il est lui-même propriétaire d'une Ducati. Donc, exactement, j'ai été piqué par la marque Ducati et j'en suis fier. Qui de mieux pour en parler qu'un utilisateur finalement. Donc, franchement, c'est une très bonne moto. Objectif de surcroît. Allez, et bien tout à l'heure, on reviendra bien sûr sur les courses automobiles et on aura enfin des réponses pour savoir si les courses auront lieu en septembre, parce que tout le monde attend. En effet. Avec impatience, ouais. Là, on a les grands Manitou qui seront avec nous, hein. En effet. On va voir si ça va être possible. Je rappelle aussi qu'en septembre, on passe à la semaine. Hein. Bravo aux chroniqueuses, aux chroniqueurs. Grâce à vous. Bravo à tous. Vous serez en rendez-vous. On va passer chaque semaine. Hein. Donc c'est juste génial. On va t'entendre 2 fois plus souvent, c'est chouette. C'est trop génial. Alors, on recevra dans un petit moment des personnages plutôt intéressants puisque on va parler de courses et de rallye et de courses de côte. En Martinique, avec une année difficile, puisque c'est une année où la Covid a régi un petit peu les événements, en fait les a éliminés carrément, on peut le dire, hein, et particulièrement la course automobile, ce qui a été véritablement terrible pour le grand public qui adore les courses automobiles, bien sûr, et qui est impliqué dans celle-ci. Alors, à l'époque où on vous a lancé l'invitation, eh bien, on était tout contents parce que toutes les mesures étaient supprimées et donc on était certain que les courses allaient recommencer selon le calendrier, c'est-à-dire en septembre pour les 2 premières. Et puis finalement, on se rend compte que la Covid nous rattrape un petit peu en Martinique, que la préfecture prend des mesures évidemment de restriction. La course des Yoles n'aura pas lieu, le tour cycliste n'aura pas lieu. Donc, that is the question. Je laisse la parole à Steven pour poser la question essentielle. Je te laisse la poser. Ok, pas de souci, merci Jean-Marc. Donc sur le plateau avec nous, on a Rodrigue Théodore, donc représentant de l'Azatropique et aussi pilote automobile. Oui, et puis on a Gaëtan Absalon qui est lui représentant de l'association ASAM. Responsable de la communication, je crois, c'est ça, hein. Voilà, et puis lui aussi copilote de Guy Raphaël Pin. Fidèle copilote. Bonjour à tous. Fidèle copilote. Oui, fidèle, depuis toujours. Donc alors monsieur, je vais vous poser une question. La première, c'est suite à cette brutale interruption dans le milieu du sport automobile, en fait, comment envisagez-vous l'avenir du sport? Et puis, comment prévoyez-vous la reprise du sport automobile sur l'île, en fait? Je t'en prie. Rodrigue, allez. Bonjour à tous. Vas-y, Rodrigue. Écoute, alors, qui parle C'est Rodrigue Théodore. Voilà, d'accord. Donc, oui, je suis effectivement le premier vice-président de l'Azatropique. Et aujourd'hui, suite à l'arrêt brutal des compétitions, dû à la crise sanitaire, effectivement, nous avons entrevu la lumière ces derniers jours, puisque vu les conditions qui s'étaient beaucoup améliorées. Donc tous les dossiers sont lancés, hein, si on peut commencer brièvement dans le vif du sujet. Tous les dossiers ont toujours été lancés. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, on a fait toutes les demandes de dossiers sur toutes les courses du calendrier, comme ça doit être fait. D'accord. Alors les courses, donc les courses, juste pour bien comprendre, les premières courses devraient arriver quand normalement? Alors,
La Tropique devrait reprendre troisième week-end de septembre, c'est-à-dire le 18, 19 et 20 septembre, D'accord. sur le rallye qui va s'appeler le rallye des champions normalement, D'accord. jusqu'à aujourd'hui, voilà le nom qu'on lui a donné. D'accord. Pour vous donner un tout petit peu d'informations, vu comment les choses sont difficiles sur les dossiers et tout, Ouais. nous avons pour le moment mis le même dossier, enfin ce serait la même course que le rallye Yoyoen Ouais. 2020. D'accord. Donc pour le moment, ce rallye Enfin, qui devrait 2019. s'appeler le rallye des champions, Ouais. il devrait être le même rallye que le seul que nous avons réussi à faire Un peu l'année comme dernière. l'Euro de football qui Ouais, s'appelle l'Euro 2020. c'est ça, Voilà. exactement. D'accord. Donc il va s'appeler pareil. D'accord. Et il va se faire normalement le 18, 19 et 20 septembre. D'accord. Donc les Et dossiers sont lancés. Et pour la ZAM alors? Alors pour la ZAM, sur la même lignée que la Zatropique. en Gaëtan, fait, je te demanderais juste d'approcher un petit peu oui, ton micro. toutes Voilà. toutes les associations, en fait, il faut savoir que pour pouvoir donc demander les autorisations pour une Ouais. course, que ce soit course de côte ou rallye, Ouais. les dossiers doivent être déposés 3 mois avant. Sur la plateforme. Voilà, qui sur la sert à plateforme. ça. D'accord. Donc, effectivement, l'ensemble des événements suivant le calendrier ont toujours été, suivant la réglementation, déposés en temps et en heure. D'accord. Et nous avons subi, tout à l'heure tu parlais d'un an, ça fait bientôt 1 an et demi, Ouais. avec une année 2020 quasi blanche et une année 2021 pour le moment complètement blanche. Mhm. Donc on a toujours été donc, au rendez-vous au niveau administratif. D'accord. Ensuite, Voilà. effectivement, les différentes mesures ont fait que nous avons à chaque fois dû soit reporter, soit annuler les événements. Alors- Donc là, aujourd'hui, pour la ZAM, Ouais. nous avons les 2 rallyes qui nous restent au calendrier Ouais. ont été programmés. Les dossiers sont déposés 5 septembre pour la course de côte donc du Saint-Esprit et 9 octobre pour le rallye Bandidina. D'accord. Alors, avant de laisser la parole à Steven, qui a des questions vraiment importantes à vous poser sur des domaines très intéressants, à tous les deux, je vous pose la question, quel est l'événement qui pourrait empêcher la tenue de ces rallyes concrètement? Donc, Qu'est-ce qui pourrait arriver qui fasse que ces Alors- rallyes n'aient pas lieu? Alors pour le moment, la lueur d'espoir, elle existe puisque tous les derniers dossiers que nous avons déposés, mon collègue de la ZAM pourra en témoigner, nous n'avons reçu aucune réponse des administrations. D'accord. Aujourd'hui, quand on dépose un dossier, on reçoit une date pour la CDSR, la Commission de sécurité routière, qui nous permet de préparer la course et de nous donner les autorisations pour pouvoir C'est exploiter une la sorte de portion route. préaccord finalement. Voilà, c'est D'accord. un préaccord. En fait, tous les acteurs de la sécurité en Martinique sont réunis ce jour-là. Et à ce moment-là, on met en place les choses. Enfin, ils nous donnent les choses à mettre en place pour que la course se fasse. Et en fait, là après, tout est lancé. L'arrêté préfectoral, les arrêtés de la CTM, tout est lancé pour que la course se fasse. Donc, pour le moment, la lueur d'espoir que nous avons, c'est que alors, avant la dégradation de ces derniers jours, nous avons reçu la date de cette CDSR pour la course, pour le rallye de septembre. Donc, nous avons reçu la convocation de la CDSR. C'est prévu la semaine prochaine. Normalement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun courrier d'annulation de cette CDSR. Donc, sauf cas exceptionnel, normalement, nous devons faire cette CDSR qui devrait justement nous donner les autorisations de faire la course. Donc, les autres courses d'avant, pas de CDSR, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Là, on a la lueur d'espoir de la CDSR, on espère que ça va se faire. D'accord. Allez, on l'espère avec Alors, vous. Alors juste pour compléter un peu, il faut savoir qu'on est tous en contact assez étroit avec les services préfectoraux qui sont en charge donc des sports en Martinique. Et donc là aujourd'hui, pour répondre précisément à ta question, Ouais. c'est vrai que l'épée de Damoclès qui a été donc brandie par le gouvernement depuis peu, à savoir l'état d'urgence en Martinique qui pourrait être donc prolongé jusqu'au 30 septembre, Ouais. mettrait effectivement très en péril la reprise prévue en tout cas pour cette période-là. Donc Ouais. on est en attente. Les dernières infos venant donc des services préfectoraux sans nous donner d'éléments précis, informent simplement qu'ils sont en réflexion justement sur les décisions qu'ils D'accord. prendraient. En sachant qu'en par rapport à Guadeloupe, ça. le calendrier a commencé, simplement parce que c'était une histoire de calendrier, que les courses étaient déjà programmées dans cette période du Tout mois à d'août, fait. et que par définition, avec un Ouais. peu de chance, ils ont pu démarrer leur course. Et surtout que Ils peuvent s'arrêter les aussi. mesures, comme on sait, ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Donc voilà, on est malheureusement dans des situations différentes sur la Martinique par rapport à la Guadeloupe, puisque les décisions préfectorales ne sont généralement pas les mêmes, même si elles se suivent des fois.
Mais nous, on est vraiment, aujourd'hui, la Martinique, on est vraiment inquiet parce que cette situation a été aggravée par les décisions qui ont été prises récemment. En tout cas, c'est un terrible espoir pour la population que les courses reviennent. Il faut le savoir, mais vous le savez mieux que nous. Mais on le redit, il y a énormément de gens qui sont passionnés par ces courses, qui viennent au bord des circuits fermés, bien sûr, et qui attendent ça avec une grande impatience. Je laisse la parole à Steven. Ouais, donc merci Jean-Marc. Donc oui, justement par rapport à la Guadeloupe, c'est vrai que nous, en Martinique, sur le calendrier, il n'y avait qu'une seule course en juillet qui était le MRT qui a été annulé. Donc là, les deux associations sportives de la Martinique, elles suivent le calendrier qui a été déposé. Donc on croise les doigts pour septembre et puis on verra. De toute façon, si ça doit reprendre, ça reprendra. Voilà. On l'espère. J'ai une autre question, mais justement par rapport à cette interruption, en fait, est-ce que vous profitez, Thierry pourra répondre aussi, pour faire justement des recyclages en termes de directeur de course, de signaleur, comment vous mettez justement cette attente de redémarrage en course sur pourquoi pas des recyclages pour garder justement toujours le fil conducteur de nos courses de côte et de rallye, quoi. Alors, c'est très simple, l'association n'est jamais en sommeil. On a quand même un certain nombre de choses à justement mettre à niveau, à toujours garder en veille. Notamment, on en a profité pour refaire l'ensemble de nos équipements de sécurité. Okay. Les panneaux, les drapeaux, alors il faut savoir qu'on a aussi des équipements comme les instincteurs qui doivent être vérifiés une fois par an. Donc on en profite pour s'affranchir de toutes ces choses-là et de mettre à profit donc la période un peu blanche pour s'occuper de toutes ces choses-là. Tu as parlé de formation. Effectivement, chaque association, chaque ASA a un formateur qui est nommé. Là, en l'occurrence, pour l'ASAM, il s'agit d'Eliane Saint-Prix, qui a, il y a de ça 15 jours, tenu une session de mise à jour pour l'ensemble des commissaires de route qui sont donc adhérents à l'ASAM. Et c'est vrai que toutes les associations sont dans cette dynamique pour mettre à profit au-delà de l'organisation des événements. On a dit tout à l'heure que tout était dans les starting blocks, mais il y a aussi tous les à côté que le Kidam, que le public ne connaît pas, mais que nous maintenons et que nous continuons. D'accord. Ok, Rodrigue. Donc oui, la Zatropique pareil. Alors je vais quand même profiter de ce petit moment pour passer un chamberade, si on peut dire ça, à notre président, Clément Marie. Un homme associatif formidable, celui qui m'a emmené à prendre ses responsabilités qui sont tout autres que celles de pilote. Et donc aujourd'hui je lui passe un grand chamberade et pour lui dire que en tout cas tous ces membres de l'association, tous les membres que je représente aujourd'hui, on est avec lui, on est de tout cœur avec lui, et qu'on est là à côté de lui et que on attend rapidement son retour. Donc pour un peu revenir sur ta question, effectivement, Steven, c'est le moment sur lequel on s'appuie pour pouvoir remettre tout à jour. Donc on a beaucoup travaillé, nous, surtout sur le matériel. On avait vraiment de grosses lacunes. Nous qui sommes pilotes, on se rendait compte des choses qui étaient un tout petit peu en retard. Alors, il faut savoir que la Zatropique a fait quand même des investissements très importants pendant cette période. Nous avons profité pour faire des investissements. À la prochaine course, nous aurons la possibilité de vous dire vraiment tout ce qui a évolué. Mais il faut savoir que nous sommes partis sur des investissements. Pour donner un peu, c'est surtout du matériel pour nous permettre d'avoir un fonctionnement meilleur et plus de fiabilité sur nos courses. Est-ce qu'il n'y a pas des pilotes qui vont être obligés d'arrêter aussi à cause de la Covid? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de sponsors? Est-ce que... Aujourd'hui, moi je vais répondre en tant que pilote. Aujourd'hui, les entreprises sont plutôt aujourd'hui... on n'a pas vraiment senti l'impact de la Covid sur nos partenaires. Les partenaires que nous avons sont restés des partenaires qui sont restés fidèles et qui aujourd'hui ont continué. Alors, attendent de pouvoir faire des investissements, c'est normal. Mais aujourd'hui, les partenaires, je vais parler de mon cas, je n'ai pas perdu de partenaires, des fois bien au contraire. Il y a des entreprises qui ont vraiment envie d'aider à ce que le sport reprenne. Après et puis ça leur permet aussi de remonter la pente, exactement. parce qu'il y a une image de marque qui est véhiculée. Donc non, je pense pas
pas que derrière ça, les partenaires partiront. D'accord. Alors ça tombe bien de finir sur cette note positive pour l'instant, parce que donc on va faire une petite pause publicitaire et puis on se retrouve dans un petit moment. On reparle de courses, de rallye, de courses de côte avec cette note positive. Tout le monde attend la reprise des courses avec impatience. Les médias, les premiers, ceux qui sont impliqués. Allez, la bande AJM est de retour à l'hôtel Batelière pour l'émission grandautomobile.fr. Ce sont les experts auto sur Maxi 107.1, 107.3 FM avec Éléonore, avec Steven, avec Thierry, avec Jimmy qui va arriver dans un petit instant. On remercie le Crédit Mutuel Anti-Guyane, la super équipe de Speedy qui vous propose actuellement 30% de remise sur le freinage. Avec Audi Martinique, notre voiture partenaire, et Roger Albert, distribution de boissons et d'épiceries fines. Alors, quelqu'un d'un peu novice dans les courses finalement, mais très fort dans la sécurité, a une question à vous poser. Elle va vous. Novice, mais attendez, je suis référencé, vous n'êtes pas. Dans mes rêves, dans mes rêves. Voiture avec Steven tout à l'heure. Ça y est, j'ai l'impression de. Je me sens pousser des ailes. Donc, alors je rectifie, Éléonore est déjà copilote de Steven. Dommage pour Thomas, désolé. Thomas, désolé. Il n'y a pas photo, Thomas, franchement. Alors, Éléonore a une question à poser. Non, c'était pour revenir. Tout à l'heure, on discutait à propos de la reprise des courses. Et je me disais, enfin, moi, j'ai plutôt espoir que ça reprenne bien, bel et bien, sauf qu'il y aura des conditions. Et je pensais aux conditions du fameux passeport sanitaire. Vous, quelle serait votre réaction si demain, on impose à tous ceux qui participent ce fameux passeport sanitaire ? Alors, vous pouvez réagir librement. Après, ici, c'est tout à chacun aussi de s'exprimer sur... Alors, pour répondre un tout petit peu à ça, on commence à avoir un peu d'expérience sur cette affaire. Il faut savoir que toutes les courses qui ont été organisées, tous les dossiers que nous avons déposés en amont sur la période 2020, la grosse période Covid, si on peut l'appeler ainsi, tous ces dossiers ont été déposés avec des organisations sanitaires. En fait, avec des mesures sanitaires, avec des précautions strictes. Alors, il faut savoir que la course qu'on a réussi à organiser, le rallye l'année dernière au Yoen, on nous avait imposé une certaine organisation sanitaire. J'imagine. Donc on avait mis des panneaux, on avait fait de la communication, on avait distribué des masques, on avait fait des choses quand même. Et vous aviez une limitation au niveau du public ou pas une jauge ? Non, à ce moment-là, non. Alors là, quand on a déposé le dossier de la course de Côte-du-Marin, qui devait être la première course de l'année en mars 2021, on avait déposé deux dossiers. Un dossier avec des mesures, des jauges sanitaires, avec des emplacements bien délimités avec 6 personnes, des mises en place de gel hydroalcoolique, de la distanciation. On avait tout déposé. Même au dernier moment, on avait fait la proposition aux instances de faire la course à huis clos. Avec une jauge, un nombre de personnes dans les paddocks, un nombre de personnes dans les assistances, un système de sécurité. On avait appelé une entreprise de sécurité, on a fait venir les gendarmes. On avait tout mis en place pour que. Donc chaque fois qu'il y aura une demande, selon moi, nous on va mettre en place. Prenez les choses au sérieux et avec rigueur. Donc en 2020, ça n'a pas pu être possible malgré toutes ces précautions. Donc il faut espérer qu'en 2021. Donc c'est aujourd'hui l'organisation. Pour vous dire, faut savoir qu'en métropole aujourd'hui, les courses qui se font, les gens qui viennent à la course, qui viennent dans les paddocks, doivent, même les pilotes, les copilotes, les assistants, tous doivent être munis d'un test PCR négatif. En fait, voilà. Sinon, ils font avant de rentrer dans le vif du sujet, le début de la course, en fait, ils font des tests. Il y a des tests PCR. D'ailleurs, le Tour Auto qui se passe bientôt là, le week-end prochain. Ils ont mis en place ce système-là, en fait. Un système où tu te fais tester et après tu as accès à la course. Bon, après, est-ce que ça venait pas aussi des instances nationales qui, elles, ont mis aussi le bémol en disant stop, on arrête les courses parce que c'est difficile d'organiser il était difficile au bord des circuits fermés, dans les villages, dans les villes et dans les bourgs en Martinique, de contrôler les gens tout simplement. Et il y avait un risque de rassemblement. L'obligation de contrôle et du passe sanitaire, elle est toute récente. Mais depuis l'année dernière, on a eu, comme Rodrigue l'a indiqué, déjà des obligations
dans l'organisation, et notamment s'il n'y avait pas de jauge de spectateurs, on avait l'obligation de prévoir des zones de spectateurs permettant la fameuse distance, à l'époque c'était 2 mètres carrés, qui est passé à 4 mètres carrés par la suite. Donc il y avait déjà des contraintes qui nous étaient imposées, et à chaque fois les associations ont répondu présentes. Et on est même des fois allé au-delà en faisant des propositions supplémentaires. Aujourd'hui, vous avez des contacts avec les instances nationales. Vous avez. Non, disons que là, ce que je voulais. Est-ce qu'on a de l'espoir, honnêtement? Donnez-nous un peu d'espoir. C'est Éléonore. Éléonore. Pour lui répondre très précisément, il faut savoir que, in fine, quel que soit, que les règles soient respectées dans les dossiers que l'on dépose, que tout se passe donc normalement, la décision finale, c'est le préfet qui la prend. On a eu l'exemple de certaines courses, notamment la nôtre l'année dernière, donc, qui jusqu'au dernier moment devait se tenir, et 48 heures avant, bien sûr, le préfet a donné un avis négatif, ce qui a annulé l'événement. Donc en fait, même si on peut espérer que il y ait des jauges et tout ça, au final, on se retrouve toujours tributaire et en attente de la décision préfectorale. À titre de comparaison, pour les courses, c'est pareil. Moi, je fais du trail. On a eu la bonne surprise de pouvoir s'inscrire une semaine avant, et c'est annulé la veille. Donc, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et, ça dépendra du contexte. Pour bien répondre à la question, en fait, il faut savoir que nous, en tant qu'organisateurs, on mettra en place les choses qui nous seront demandées. Nous, le but de la manœuvre, le but, c'est qu'on reprenne. Donc, quelles que soient les conditions qui nous seront imposées, on va se il y a une adéquation. Il y a une adéquation qui est en train de s'imposer, malheureusement ou heureusement, peu importe. Je rentre pas dans le débat, mais il y a une adéquation qui est en train de se poser entre le nombre de personnes vaccinées et le nombre de cas. Et c'est ça la jauge. Et au mois de septembre, à la rentrée, on voyait bien qu'on attend malheureusement la 4e vague. Et c'est cette 4e vague qui va tout décider. Oui, c'est ça. Et même en prévention, on a arrêté le Tour des Yoles, on a arrêté le Tour cycliste, qui est une catastrophe déjà. Je pense même qu'avant le mois de septembre, on saura exactement où on en est et ce qu'il en sera. Je pense que la 4e vague. Dans les prochains jours, on aura les décisions, notamment avec ce fameux vote à l'Assemblée qui doit décider donc de notre statut de l'état d'urgence sanitaire qui doit être ou pas décrété jusqu'au 30 septembre. Si cette décision est prise, il est évident que les manifestations sportives seront impactées. En tout cas, on ne peut pas douter de l'importance que vous avez sur le plan social, sur le plan du tissu local, par rapport aux villes, aux bourgs qui vous reçoivent, aux gens qui vous attendent avec impatience. On ne peut pas douter de ça, et il faut absolument qu'on arrive à s'en sortir. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que de façon assez... on l'accueille très positivement. Les maires, même les maires, demandent. Et oui, ils sont demandeurs véritablement. Voilà, à ce que nous venions et à ce que nous leur proposions des circuits. Alors, on avance un peu. De toute façon, il faut rester positif et ça va reprendre. Donc, je pense quand même aussi aux pilotes et copilotes. Enfin, je pense aux pilotes qui galèrent quand même à chercher des sponsors, et ça doit être compliqué quand même. Il y a les anciens, qui ont effectivement leur partenaire fidèle, etc. Et tant mieux. Mais il y a les petits jeunes qui veulent démarrer aussi, qui démarrent pas. Il y a plein de choses. On y reviendra dans une autre émission si vous êtes d'accord, parce qu'on est un peu tenu par le temps. Juste un mot là-dessus, oui. Pour faire écho à ce que Rodrigue disait. Il faut savoir que ça a toujours été plus ou moins compliqué d'avoir des sponsors. Mais je pense qu'avec la crise, au contraire, les entreprises auront besoin de visibilité. Une surcommunication. Et la course automobile mobilise quand même un certain public assez important. Et c'est quand même une belle vitrine pour exactement. Et nous, médias, on a un rôle à jouer. On le joue d'ailleurs volontiers. Allez, encore deux questions de Steven, c'est important. Alors, on change un peu. On change un peu de domaine. Donc, on voit bien que nous passons à l'électrique. Ok. Avez-vous donc des pilotes qui se sont rapprochés de vous pour justement une éventuelle intégration de véhicules comme ceci ou de plusieurs véhicules dans nos courses en Martinique? Je suis l'heureux propriétaire du Ni 400 du Ni Pace, je veux dire de Jaguar. Enfin, je dis ça parce qu'on va le recevoir tout à l'heure. Est-ce que je peux m'inscrire alors aujourd'hui, oui, il faut savoir que oui, aujourd'hui, une bonne nouvelle ça. C'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'en métropole, alors après, il faudrait que la voiture réponde aux caractéristiques nécessaires. Pour l'instant, elle n'a pas d'arceau. Norme des cours. Pour le moment, elle n'a pas d'arceau, donc ça va être un peu compliqué. Arnaud vend des arceaux, je vais lui demander tout à l'heure. Mais
En fait, aujourd'hui, la porte est ouverte aux véhicules électriques qui sont équipés de ce qu'il faut en sécurité et qui ont un passeport technique qui leur permet de s'inscrire aux courses. Aujourd'hui, si on a quelqu'un qui vient s'inscrire sur une de nos courses avec un véhicule électrique ou même diesel, pour bien expliquer la chose, à partir du moment où il répond aux normes du passeport technique, il sera autorisé à pouvoir participer. Oui. Steven, une question Gaëtan, tu es d'accord? C'est bon? Enfin, vous, l'électrique? De toutes les façons, au niveau... La réglementation, on donc est ouvert voilà. et on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans certaines réunions. Nous, on est ouvert à un maximum de participants et même aux autres catégories. Pour exemple, à l'image du MRT, la ZAM a ouvert ses compétitions aux véhicules historiques de compétition et même à ce qu'on appelle les VHRS, c'est-à-dire les véhicules historiques. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une compétition avec des véhicules 100% électriques ou des véhicules hybrides, pour commencer? Oui, mais il y a des formules. Il y a des formules qui existent. Il y a notamment le e-rally électrique régularité qui a été lancé par la 2FSA. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est simplement les participants, hein. C'est l'offre qui fait que nous aujourd'hui nous n'avons pas cette proposition-là, mais s'il y a une demande, il est évident que nous ne fermons pas la porte, bien au contraire. Alors, je voudrais... Oui, c'est Steven, vas-y. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Ok. Bon, là j'ai deux questions parce que on est un peu pris par le temps. Deux questions personnelles, je dirais. Donc une pour toi, Rodrigue. Qu'envisages-tu pour as-tu des éventuelles courses sur la saison 2021 à l'extérieur, dans l'Hexagone? Et puis ensuite, Gaëtan, est-ce que tu pourras nous expliquer quel est le rôle du copilote, puisque tu es copilote à part être membre de la ZAM, tu es aussi copilote. Donc est-ce que ce serait possible de nous faire un petit truc condensé de tous les deux, voilà. Donc vite fait, oui effectivement. Alors les courses prévues au calendrier en Martinique et en Guadeloupe, à partir de septembre, je me suis positionné dessus. Mais par contre avant ça, je vais rouler le 1er, le 2 août au rallye du Trièvre. Donc il y a un rallye régional, donc ce sera la reprise en métropole. Donc c'est à Mens, ça se passe à Mens. Et le 21 et 22 août normalement, je vais rouler le rallye d'Autun. Je vais le refaire pour la deuxième fois. Autun en Saône-et-Loire. Voilà, donc j'y ai participé l'année dernière, c'est un rallye formidable. Bon, malheureusement, je l'ai vu, il est magnifique. Ouais, malheureusement pour moi, on a changé les spéciales. Il faut repartir à zéro. J'avais l'intention de pouvoir faire un comparatif entre avec une année de plus entre l'Apollo et puis la DS. Ça c'est quelle période à Autun? Donc quelle période? C'est le 21-22 août. 21-22, oui, il n'y a pas le brouillard encore, ça va. C'est ça. Après, par contre, il y a le goudron fondu, chose qu'on ne connaît pas ici. Et qui glisse. Donc voilà, c'est ça mon programme. Et puis après, 18-19 septembre, le rallye des champions. Et puis après, faire un ou deux rallyes si c'est possible et s'ils se tiennent à la fin de l'année en Guadeloupe. Donc certainement le Sud-Bastéa et le Kaoukéa. Donc si les courses sont maintenues, ce sera mon programme. Quand tu seras au Autun, fais attention de ne pas écraser les escargots de Bourgogne, puisqu'ils traversent la route de temps en temps. D'ailleurs, il y a des pilotes qui font de sacrés écarts. On se dit, mais pourquoi ils font des écarts? C'est les escargots qui traversent. Alors, je te fais confiance. Gaëtan? Alors, en quelques mots, c'est compliqué de résumer ça en quelques mots, mais contrairement à ce qu'on peut croire, le rôle du copilote ne se borne pas à simplement lire les notes pendant la spéciale. Moi, j'aime à dire que le copilote, c'est aussi le maître du temps. Pour l'équipage, c'est lui qui gère tous les à côté, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est plus sur la spéciale, c'est le copilote qui prend en main les liaisons, les temps. Je te freine quand même sur la spéciale, s'il te plaît. Parce que sinon on est mal. C'est lui qui donne le tempo, effectivement, mais c'est très important de savoir que les à côté, le copilote est quand même en charge je te donne la parole, Thierry. Que tous les à côté de la course se passent. Est-ce qu'on peut dire qu'une fois que la voiture est partie, le pilote finalement prend les petites décisions, puisque il a déjà son parcours dans la tête, et que le copilote prend les grandes décisions? Même pas. Alors une fois que c'est parti sur la spéciale, une fois que c'est parti, on est bien d'accord. C'est une symbiose. Il faut que les deux soient dans le même tempo, et le rythme est souvent le pilote, lui, il est absorbé par la course, et c'est vrai que le rythme des fois est à la charge du copilote, parce que c'est lui qui voit en fonction donc du timing et des repères qu'il a pris, s'il faut forcer l'allure ou pas. Et très souvent le copilote est là pour charger
pour charger en émotion ou baisser un petit peu la pression quand elle monte. Thierry, rapidement. Alors en fait, justement, ma collègue qui était à côté de moi me faisait remarquer qu'effectivement, on est entré dans le vif du sujet par rapport à Gaëtan et Rodrigue, que je connais, Steven aussi, mais que vous n'êtes pas présentés hors association et hors... Ah, je les ai présentés. Non, c'est parce qu'on avait... Non, mais une j'étais présentation curieuse de à faire savoir normalement. votre vie à côté de Voilà. ça. C'est-à-dire, quelles sont vos Professionnellement, passions en etc., général et ce qui vous a amené à Alors, à être Rodrigue là. Théodore, il boit beaucoup d'eau. Et Gaëtan Absalon, pareil. Voilà, c'est tout. En fait, ils travaillent tous les deux dans une casse auto, en fait. C'est un peu ça. Donc, moi, je travaille dans l'environnement, donc moi, j'aime bien casser les voitures. Donc, c'est ça mon métier. Ben moi, je travaille dans la téléphonie, rien à voir, mais je suis Rien à voir, d'accord. depuis toujours un passionné de tout ce qui est mécanique, tout ce qui est un moteur. Voilà, donc pour moi, c'est logique, c'est la coule de source. Alors, on aurait dû recevoir normalement aujourd'hui Clément Marie, qui est le président donc, de l'ASA Tropique, bon, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Donc, moi, je rappelle que Clément Marie, donc, parce que j'avais préparé un petit laïus sur ce personnage que j'aime beaucoup, que beaucoup admirent pour la qualité de son travail en termes d'association et associatif. Donc, il faut savoir que donc, Clément Marie est le président, donc, bien sûr, de l'ASA Tropique, mais il est aussi le président du comité territorial olympique et sportif de Martinique. Il a succédé d'ailleurs à Pierre-Michel Mergiry à ce niveau-là. Il a été aussi donc sûrement président depuis de longues années. Depuis combien de temps il est président de l'ASA Tropique, on peut le rappeler? Ça, on est parti sur la 14e année. 14e année, Oui, ouais, c'est ça. ouais, il va sur ses 15 ans Ça, bientôt. c'est ouais. bientôt 15 ans. Voilà, il est aussi président de la médaille de la jeunesse et des sports et de Exactement. l'engagement associatif. C'est Faut ça. le savoir. Alors, ce monsieur donc a passé toute sa vie et encore aujourd'hui à contribuer à donner ses lettres de noblesse au sport collectif labellisé par leur association. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Alors Exactement. d'abord, Clément Marie a été copilote. Hein. Et d'abord, Clément, exact. voilà, j'allais y venir. Voilà. Donc cet homme est un amoureux des associations pour la beauté de leur implication locale. Il permet, lui, par son travail, par ses actions, à ces mêmes associations sportives, de prendre conscience qu'elles font pleinement partie Absolument. du champ de l'économie sociale et solidaire, de par d'abord la liberté d'adhésion. Ça. On adhère une association par pleine volonté, hein, c'est son choix personnel, par la gouvernance démocratique. C'est ça. Puisqu'une association, eh bien, le président est élu de façon très régulière en fonction de la convention. L'accueil de tous les publics, l'âge, le sexe, les origines, la classe sociale. Quand vous rentrez dans une association, qu'elle soit de golf, de domino ou de sport automobile, vous pouvez être n'importe quel professionnel ou même sans emploi, je dirais. Vous faites partie d'une association, vous faites partie du tissu local. Vous agissez, interagissez avec la jeunesse, avec les moins jeunes. Enfin, je trouvais que c'était intéressant de le dire parce que Clément Marie, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé dans ce sens-là, à l'ancrage local donc, et à l'utilité sociale des projets menés qui sont par définition des vecteurs de cohésion sociale. Clément Marie, c'est ça par définition, c'est ce qu'il essaye de me dire à chaque fois. À chaque fois que je le vois, on a un long moment de discussion avant de parler de l'automobile sur cette partie associative. Et donc, moi, je tiens vraiment aujourd'hui à lui rendre hommage à ce travail-là. Et je pense que on peut même l'applaudir véritablement. Et on l'espère très très vite dans une prochaine émission pour qu'il puisse parler un peu plus du sport automobile. On est obligé de clôturer là. On va remercier Steven d'avoir organisé cet entretien avec les deux ASA. Merci messieurs. Personne s'est tapé dessus, merci c'est beaucoup génial. d'avoir Donc comme reçu. quoi les deux ASA s'entendent parfaitement. Je vois pas Mais pourquoi on dirait le contraire. Ça a On est toujours d'accord. été. Ça a On va se taper voilà. dessus, on va se Ça a taper toujours dessus été. Voilà. On va se taper À la sortie, allez à la sortie de Non, non. Batelière. Non, on va se taper dessus devant le bar. Ouais, voilà. On recevait donc Gaëtan Absalon de l'ASA Martinique avec Guy Raphaël Pain à qui on fait un coucou qui pouvait pas cette Oui, fois oui. lui non plus être là. Ouais, Il avait des voilà. choses à gérer importantes. On remercie donc Rodrigue Théodore, pilote émérite, qu'on voit passer très très vite d'habitude. Il n'a pas le temps de dire bonjour. Pour une fois, on le il voit s'assoit. en statique. Voilà, il s'assoit, il parle. Waouh. Posé tranquillement. Ouais. Bon. Donc parfois il est devant Steven, parfois il est derrière. Donc c'est Voilà. comme ça, hein, c'est la vie. hein. C'est ça le sport. C'est le sport. Merci à Steven Avec, pour ces informations parce qu'elles étaient importantes pour le grand public aussi, de savoir qu'on a quand même de l'espoir et on espère qu'on soit tous avec la glacière au bord des pistes déjà et puis voir tous ces pilotes essayer de s'acharner à... Si tu nous permets, juste pour Oui. finir, j'aimerais qu'on rappelle nos dates. Oui, on rappelle les dates bien sûr, c'est important. Pour le début, donc les courses, les deux courses de l'ASA Martinique sont prévues donc 5 septembre pour la course de Côte du Saint-Esprit et 9 octobre pour le rallye Madinina 2021. D'accord.
Et nous, 18, 19, 20 septembre pour le Rallye des Champions. Septembre pour le Rallye des Champions et 7 novembre pour la course de Côte du Diamant. Du Diamant. Bon, À des Zatropique. programmes qu'on connaît bien maintenant, qui sont toujours presque mythiques pour certaines courses. Donc voilà. Merci à vous, messieurs. On a Merci. hâte. Merci d'être venus. Ben, On merci se de nous avoir invités. À très vite pour une prochaine émission. Je voulais vous présenter aujourd'hui un autodidacte, une personne qui connaît les petits boulots de début de vie, mais qui très vite se passionne pour le sport mécanique et la voile. Il passe du motocross au rallye automobile, mais très vite, c'est la voile et la compétition de catamaran de sport qui le dévoile notoirement la catégorie F18. Je ne sais pas si vous connaissez. F18, moi j'ai regardé un petit peu. Ouais, c'est pas mal, c'est ouais. une catégorie qui qualifie pour les championnats du monde. Eh ben. Donc c'est une sacrée catégorie. Il fut plusieurs fois champion de Martinique avec ses impressionnants voiliers très sportifs. Alors après plusieurs postes de direction dans diverses branches, il décide de créer une concession moto. Il choisit de revendre la marque mythique italienne Ducati, aussi sur le constat qu'il n'y avait pas d'offre premium en Martinique jusqu'à son arrivée. La concession ouvre le 4 juillet 2016 à la Jambette, rappelez-vous. Avec son équipe, il est distributeur pour la Martinique et la Guadeloupe depuis 2019. Enfin, il déménage en 2020 pour des locaux actuels le long de la Rocade, juste avant Carrefour. Tout le monde le repère, ce magasin maintenant. C'est ça, ouais. Ah, exact. obligatoirement. Alors il faut s'y arrêter parce que c'est vraiment deux très jolies boutiques. On y retrouve donc Ducati bien sûr d'un côté et Harley Davidson de l'autre, avec une forte progression des ventes liée aussi à ce bel emplacement, c'est un peu normal. La concession pratique aussi une politique de tarifs proche de la métropole, avec un atelier professionnel qui fait le succès de la marque en Martinique. Et Dieu sait qu'on sait aujourd'hui que le consommateur martiniquais a fini d'être un idiot et qu'il a besoin d'un service après-vente qui tient la route Absolument. pour pouvoir être Absolument, fidèle, ouais. ce qui est normal, hein, C'est normal. c'est logique. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter Guillaume Dabroto qui arrive. Voilà, une chaise pour Guillaume Dabroto. Alors Guillaume, il faut parler dans le micro, donc vous pouvez le prendre à la main et il faut le tenir à la main. Voilà, chez nous c'est comme ça, c'est comme à la maison, tranquillement. Alors Guillaume, autodidacte, c'est vrai que ça laisse, comment dire, réfléchir un petit peu sur les conditions actuelles de ton métier, parce que quand on part de pas grand chose, voilà, on n'a pas fait d'études particulières, on peut être un super chef d'entreprise, un gestionnaire. Alors, en fait, bon, j'ai été un voyou comme tous les voyous à 15-16 ans, hein, donc j'allais plus souvent draguer au couvent de Cluny que d'aller au lycée Schellcher, malheureusement. Est-ce que c'est vraiment être un voyou? Je suis pas sûr. Et donc, il y a deux cas dans ces cas-là. Il y a ceux qui finissent finalement par rentrer dans le rang, partir faire des études, etc. Et moi, malheureusement, ça n'a pas du tout été mon cas. En plus, à l'époque, c'était la vogue, c'était la planche à voile. Donc, j'en faisais toute la journée. Dès qu'il y avait du vent dans la baie de Fort-de-France, depuis le lycée Schellcher, on était tout un groupe de copains. On se barrait discrètement pour aller faire un peu de planche. Donc, au grand dam de mes parents, bien évidemment, j'ai arrêté un peu lâchement mes études en première. Hein, j'ai même pas été jusqu'au bac ni quoi que ce soit, hein, d'accord. Et en fait, je pense qu'une partie de la réussite, elle est là aussi. Alors, évidemment, faut savoir lire, apprendre, compter, pas être complètement idiot. Mais j'ai fait un tas de petits métiers, un tas de choses. Et je pense que c'est vachement important parce que mon premier métier ici a été pompiste. J'étais le seul pompiste blanc de la Martinique. Hein. C'était assez particulier. Et en fait, de petit métier en petit métier, ben, on est à toutes les positions. C'est-à-dire, on est à la position de l'employé de base, voilà, puis de l'employé de comptoir, puis du responsable du truc, puis on donne de plus en plus de responsabilités, puis. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se perdre aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu faim de travailler. J'aime travailler. Alors ça peut paraître un peu hallucinant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes essayent de gagner le plus de temps possible à ne pas travailler au dernier moment. Moi, j'ai toujours adoré ça. J'ai jamais regardé mes heures, j'ai jamais regardé quoi que ce soit. Et de fil en aiguille, alors après, il faut avoir un petit peu de réussite. Je pense que le fait d'être en Martinique, qui est un petit pays où tout le monde se connaît, quand on a une bonne réputation, ben ça permet aussi de pouvoir accéder à des choses où sur un grand territoire comme la métropole, on n'aurait pas forcément accès, bien entendu. Et donc du coup, de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de métiers un peu différents, hein, ça va de partout. Hein. J'ai fait de la banane, j'ai été faire de la banane au Cameroun, j'ai vendu des bateaux, j'ai été le directeur pendant
un petit temps, mais directeur de la plus grosse concession de moto, donc Sun Moto, pour ne pas la nommer, etc., etc. Et donc de fil en aiguille, je pense que c'est tout le cumul de ces expériences-là qui permet d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe ici en Martinique. Et puis le deuxième point qui me tient un petit peu à cœur, c'est que moi, je suis issu d'une famille donc de métropolitains, et mes parents sont arrivés ici en 69, et donc je n'ai jamais eu de restrictions particulières comme il peut y avoir, c'est-à-dire que nous, notre vie n'a jamais été encadrée. Donc j'étais à l'école publique, je fréquentais les petits Antillais, le petit Béguet, le petit métropolitain, le petit ci, le petit là, et en fait je connais évidemment un paquet de monde. Je me suis toujours entendu assez bien avec tout le monde, comme on dit, le con il reste toujours con, quelle que soit sa couleur, mais il y a évidemment beaucoup de gens qui sont très très bien et de très bonne qualité, et ça aussi c'est important parce que ça permet en fait d'avoir une vision bien globale de ce qui se passe dans notre petit pays, la Martinique. Et quand on maîtrise cette vision là et quand on la connaît, on arrive éventuellement, si on arrive à mettre en place les outils, on arrive à faire de belles choses en Martinique. Et moi ça me tenait particulièrement à cœur de montrer qu'on était capable de faire de belles choses en Martinique. Et in fine, avec maintenant donc la nouvelle concession Ducati et la concession Harley-Davidson qui viennent de naître, c'est des concessions au standard mondial. Je veux dire, Harley-Davidson, personne ne le sait, mais on a même le dernier standard de concession Harley-Davidson. C'est un standard qui a été mis en place au courant de l'année 2020. Donc avec les dernières enseignes, etc., etc. Et ça me tenait vraiment à cœur parce que on a toujours eu tendance à être un petit peu les derniers roues du carrosse en Martinique, c'est-à-dire on peut pas faire autrement, c'est comme ça, oui, mais c'est compliqué et tout. Et en fait, on peut faire autrement. On peut réellement faire autrement et il faut faire autrement. On n'est pas plus con que les autres. Je m'excuse de parler comme ça, mais on n'est pas plus con que les autres. Et donc il faut qu'on avance, il faut qu'on se professionnalise, il faut qu'on arrête. Je veux dire, je suis parti de constats très très simples, comme j'ai l'habitude de dire. Je n'ai absolument rien inventé. Le constat est très simple, c'est on est mal reçu, on rappelle jamais, les pièces c'est hors de prix, le service après-vente c'est n'importe quoi, et blablabla, et puis tout est trop cher. Je nommerai pas les gens parce que je veux pas blesser personne, mais on en était arrivé à quelqu'un avec qui je travaillais sur lesquels les proformas, il n'y avait pas les références des pièces détachées pour éviter que le client aille chercher la pièce sur Internet ou ailleurs. Oui, mais comme je dis, mais posez-vous la bonne question. Il n'y a pas un problème. Si le client est obligé d'aller chercher ailleurs, c'est pas en se planquant derrière des références. De toute façon, aujourd'hui, avec Internet, on trouve tout, n'importe où, etc. C'est qu'il y a vraiment réellement un problème de prix. Si je peux me permettre, sur ce sujet-là, il y a aussi des personnes, quand ils vont dans un certain standing de voiture ou de moto, ça suppose qu'il y a de l'argent derrière. Et à partir du moment où vous allez dans un établissement où vous avez une qualité de service, vous avez une qualité de réception, ces personnes-là vont être prêtes à dépenser peut-être cette différence que l'on va avoir sur Internet. Je veux dire, c'est pas du tout le même rapport à l'objet quand vous allez dans un magasin et qu'on est reçu chez vous, ou si moi je vais cliquer avec ma souris et je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc c'est ça que vous offrez aussi. C'est du conseil, c'est de la qualité. Mais en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un seul point. C'est pas parce que c'est du premium ou c'est du etc. Donc on parle de Ducati finalement, là oui, on parle oui. de marque premium. Vous devez être bien reçu, vous devez avoir un bon service après-vente, mais vous n'êtes pas obligé de payer plus que ce que vous devriez. Absolument pas. Il y a aucune raison de ça. Vous devez payer ce que vous devez. S'il y avait une différence, je dis s'il y avait une différence, ça peut s'expliquer aussi par cet apport humain qu'il y a dessus. C'est juste ça que je vous dis. Je suis pas trop d'accord. Okay. Pour moi, les choses on doit être professionnel. Les choses doivent être faites professionnellement, et il n'y a pas de raison de faire payer le fait d'être professionnel. On doit être professionnel. Alors, une question toute simple. Il y a quelque chose d'extraordinaire, cette dualité de deux mondes totalement opposés finalement quelque part. C'est-à-dire la Ducati qui a fait son monde dans les courses moto. Ouais. Elle a fait sa réputation dans les courses moto. Et Harley-Davidson, qui elle, au contraire, c'est la Hawaii, c'est l'aventure, le baroudeur, etc. Donc c'est deux mondes totalement opposés que tu as réussi à rejoindre finalement. Alors en fait, c'était vraiment ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé à une époque pour essayer d'avoir Triomphe. On a un contrat entre les mains qui est plus ou moins encore valide pour Triomphe. Mais en fait, in fine, faire Ducati et Triomphe, ça revient à faire Mercedes, BMW, quoi. Oui. Je veux dire, c'est des marques qui se cannibalisent. Oui. Même si dans le monde de la moto, c'est extrêmement passionnel. Et en fait, j'ai toujours dit ça, et les gens me disaient ah ouais, mais tu vas faire souffrir un tel ou machin. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire quand on a monté Ducati, simplement le marché de la moto
moto sur ces IMAT a augmenté du volume que faisait Ducati. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'un vrai professionnel, pour ne pas le nommer, donc Kaizen Moto pour Yamaha et Suzuki, etc. Moi, je suis abonné au Statimat, et en fait, ils vont prendre leur part de marché. C'est le marché global de la moto qui est en pleine explosion. En pleine explosion, voilà, en reconstruction. Les IMAT augmentent de façon exponentielle, ce qui est normal. Mais le marché se réorganise. Voilà, mais justement, on peut dire que c'est toi qui es entre guillemets le référent, puisqu'en fait tu as mis quand même 2 belles vitrines, il faut le reconnaître, Ducati et Harley. Alors, et après, ces différentes concessions se sont remises à niveau. Oui, alors il faut parler crûment. La concession entre guillemets incontournable de la Martinique, il était temps qu'elle se remette à niveau, ça c'est assez clair. Et non seulement il s'est remis à niveau, mais il a ouvert maintenant encore une nouvelle concession. Alors, qui se dit spécialiste de l'italienne, donc bon, voilà, c'est comme ça. Il annonce triomphe d'ailleurs, entre guillemets. Oui, on verra bien. Il annonce KTM, ils annoncent. Moi, comme je dis, plus il y en a, mieux c'est. À condition que, attention, de ne pas se tirer des balles dans le pied, parce qu'il faut assumer après derrière. Ça, c'est un autre débat. Mais bon, pour ne pas nommer Kaizen était sur le dossier Harley-Davidson. Et ça s'est pas passé pour eux, etc. Mais donc, il y a vraiment un nouvel intérêt, un nouvel engouement. Il faut savoir, parce que les gens ne le disent pas, mais je vais essayer de ne pas dire trop de conneries, mais c'est de mémoire. Dans les années 2000, le marché de la moto 125 et plus, c'était 1300 ou 1200 immatriculations à l'année. On est tombé en 2018 à 600 à l'année. D'accord ? Donc en fait, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Il y a eu des crises économiques diverses et variées. Il y a eu 2009, bien évidemment. Il y a la presse qui n'est pas tendre avec la moto, puisque dès qu'il y a un accident, on ne parle que de ça. Alors que les accidents, c'est pas des motards, c'est pas Steven, c'est pas moi, c'est souvent malheureusement un peu toujours les mêmes, mais enfin peu importe, ça compte. Il y a eu une période aussi où moi j'ai connu l'époque au lycée, il y avait 200 motos dans le parking du lycée. Et en fait, il y a eu le début des vols, des agressions et tout ça a disparu complètement. Le marché du petit scooter 50 pour le gamin de 14 ans, ça n'existe plus, on ne voit plus ça. Alors c'est associé à deux choses, c'est associé au vol principalement, et c'est associé à la mauvaise presse de la moto qui est considérée entre guillemets comme dangereuse, etc. Mais toujours est-il que donc, le chemin à parcourir est plutôt intéressant, parce que si on fait simplement en termes de volume, et il n'y a pas de raison qu'on ne s'y retrouve pas, on part dans les années 2000 ou avant les années 2000 de 2300 motos qui étaient vendues en Martinique, on est descendu à 600, donc il y a de la place pour tout le monde, pour développer, pour redonner. Comment le client Ducati rêve ? Il rêve de quoi quand il achète sa Ducati ? Et le client Harley-Davidson, il rêve de quoi quand il achète sa Harley ? Harley-Davidson, c'est assez simple. Harley-Davidson, c'est une légende. Je fais des fois le rapprochement qui est vraiment qui un peu qui n'a rien à voir, mais je sais pas, c'est comme Coca-Cola. Il y a Pepsi, il y a tout ça, mais les gens ne boivent que du Coca-Cola. Harley-Davidson, c'est vous montez dessus. Il se passe quelque chose, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas. Il n'y a rien à faire. Voilà, c'est mythique, c'est comme ça, c'est difficile à exprimer. Alors il y a toute une vie qui s'est organisée autour de ça. Il y a une culture. Il y a une culture organisée autour de ça, sur laquelle moi j'essaye quand même aussi de la moderniser. Alors, c'est marrant parce que je disais depuis 6 mois, putain, Harley, il faut qu'ils évoluent vers le modernisme, il faut qu'ils touchent une clientèle plus jeune. Il faut qu'ils nous donnent un peu plus d'électronique embarquée, tout ça, leur cadran aiguille, il faut arrêter avec ça. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu ou pas, donc ils viennent de sortir un nouveau modèle, le Sporter, c'est incroyable, et c'est exactement ça. Alors, il manque encore d'autres. Il vous a écouté, vous voyez. J'aurais bien aimé. Est-ce que c'est pas grand dame des puristes, justement? Non, mais souvent, on se dit, mais putain. J'y ai pensé. Faut pas avoir peur en fait de se dire on n'est pas plus con que les autres. Moi, franchement, c'est quelque chose que je ressentais au fond de moi. J'ai dit s'ils font pas ça, ils vont pas y arriver. Il manque encore des choses. J'aimerais avoir double frein à disque sur les motos Harley, de l'embrayage hydraulique, etc. Ça viendra certainement. Sur certains modèles. Alors oui. Alors bon, nous moi j'essaie de vraiment. Alors Harley a un historique un peu spécifique à Martinique, puisqu'en fait il y a eu divers petits revendeurs Harley plus ou moins à droite à gauche, ça a toujours fini par se casser la gueule, et en fait la référence pour les gens c'était Saint-Martin, d'accord ? Oui, exactement. Mais l'inconvénient de Saint-Martin, c'est que malgré tout il faut aller à Saint-Martin, donc c'était une clientèle un petit peu entre guillemets haut de gamme, qui avait les moyens d'aller passer son week-end à Saint-Martin, qui ramener des pièces, etc. Moi c'est pas du tout le but du jeu pour moi. Je veux que le Vous Martiniquais moi je veux que le Martiniquais s'approprie Harley. Voilà, et j'ai déjà une petite bande de jeunes là, ils sont déjà 3 à acheter d'Harley, dont un Rasta là. Et il faut les voir, quand je veux dire, c'est la classe intégrale. Il y a 2-3 vieux aussi ou pas ?
Bien sûr, non, mais Oui, il y en alors, aura moi, j'ai une toujours. question justement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport justement aux fouettes professionnelles. Donc je suppose que vous devez avoir un atelier, puisque bon, moi je vais plutôt parler mécanique, pardon. Est-ce que effectivement vos mécaniciens en fait ont été formés ou seront formés par les mécanos d'Harley ou de Ducati Alors c'est très très simple, aussi bien dans un cas comme dans l'autre, et peut-être encore plus chez Harley. Chez Harley, vous ne pouvez pas ouvrir de concession si votre mécanicien n'est pas au standard Harley. D'accord. Donc il y a des grades et qui se terminent par master. Ouais. Ce sont des formations en cycle permanent. Alors, bien évidemment, cette année et l'année dernière, les formations n'ont pas pu avoir lieu. Voilà, n'ont pas pu avoir lieu de façon physique. Donc, elles ont lieu en distanciel. Mais c'est en permanence et ce n'est pas que le mécanicien. C'est-à-dire que même le manager, le commercial et tout, on a tous un code d'accès spécifique et on a en permanence. J'ai envie de dire que par semaine, ça peut prendre au moins 2 heures par semaine. D'accord. Toutes les semaines et en permanence. Il faut qu'on apprenne le nouveau produit, le nouveau ci, le nouveau là. On est censé répondre. Donc on aux a exigences du client, bien sûr. Exactement. Et on a comme partout. Donc on a des comment dire ça. On a à la fin de la formation donc des QCM. Oui, il y a un cahier des charges spécifique. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, chez Ducati, c'est un peu différent parce qu'ils ont eu du mal à mettre en place de la formation à distance. Donc Ducati, jusque-là, on allait à l'usine. D'accord. Ouais. Alors, vas-y. Ouais, juste le petit jeu qu'on fait d'habitude avec les marques en général. Est-ce que vous savez comment a commencé Ducati en fabriquant quoi? Vous vous rappelez qu'on pose la question à chaque fois? Alors, est-ce que vous avez une petite idée ou pas? On demande à Guillaume de se taire, bien sûr. Oui. Alors, j'ai pas idée. Qui va gagner le ballon gonflable à Je pensais que c'était la C'est Diavel. Je pensais que c'était la Diavel. Je donne un indice. On est vraiment dedans. On est vraiment dedans. Les appareils audio. Voilà, tout à fait. Voilà. Des postes de radio. Donc la société s'appelle la Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, qui est née en 1926 à Bologne, je le lis, donc c'est facile pour moi, d'Adriano, donc ça a été créé par Adriano Dugatti et ses frères Bruno et Marcello. À l'époque, l'activité principale est la production d'appareils radio et de condensateurs. Comme quoi, tout amène à la mais très souvent, les grandes marques résultent d'erreurs, mais d'évolution en fait. C'est ça qui est c'est comme la dernière fois pour Toyota en fait. C'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout, c'est la guerre, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, Volkswagen, tout ça, machin, ils ont tous des histoires un petit peu similaires. Et à la base, ils sont pas du tout dans. Et puis après, oui, mais on faisait à l'occurrence à Toyota dernièrement lors de l'émission précédente et ils nous disaient effectivement ils étaient pas du tout dans l'automobile. Mais là, l'événement qui fait changer l'entreprise, c'est simplement la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'usine est totalement détruite de condensateurs et d'éléments radio, et donc il se lance parce que le marché est naissant dans la moto. Oui, voilà. C'est exactement ça. Mais finalement, quand on observe dans la société tous les gros chocs comme ça qui sont très négatifs sur le coup, amènent forcément l'industrie à se reconvertir et à évoluer. On le voit aussi pour Harley Davidson, parce que l'évolution s'est faite au gré justement de la guerre mondiale. Ensuite, choc pétrolier avec cette évolution de modèle, des baisses et des hausses aussi. Et c'est cette adaptation face à la difficulté qui amène à des prouesses. Et comme je dis, on discutait tout à l'heure là en attendant de passer dans l'émission, on discutait de la Guadeloupe. La Guadeloupe a le développement économique qu'elle a aujourd'hui parce qu'il y a eu Hugo en 89. Oui, sinon ils n'en seraient pas là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est Saint-Martin, on revient de Saint-Martin là. Saint-Martin, pour en partie déjà la partie hollandaise, la partie française un petit peu, mais c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. C'est réellement impressionnant. Pourquoi? Parce qu'ils repartent de zéro. Il y a de l'argent puisque les assurances sont payées et donc forcément le développement derrière est au top niveau. Alors, tu es venu aujourd'hui. Ah, vas-y. C'était à toi, non? Ce coup-là, c'était à toi. Vas-y. Moi, j'ai une question, justement, toujours dans les du développement. La prochaine Ducati électrique. Quand est-ce qu'on va la recevoir et est-ce que tu as déjà des échos à nous donner dessus? Alors, voilà. C'est très très simple, je vais te répondre à ça, mais alors c'est une simplicité, alors c'est assez particulier. La dernière fois qu'on a pu aller à la grande réunion Ducati, puisqu'on a une réunion donc tous les ans avec tous les distributeurs du monde entier, Claudio Domenicali a pris la parole, donc ça devait être, si je ne m'abuse, en 2018, puisque 2019 et 2020 on n'a pas bougé, ou 2019, je ne sais plus, on va peu importe. C'est sûr, oui. Et la question est très simple, c'est Ducati ne fera pas de moto électrique. Parce que Ducati faisant quand même partie du groupe Volkswagen et travailler en partenariat avec Audi. Avec Audi, oui. Parce qu'ils avaient fait un test sur une street toute électrique, non? Alors, il faut faire bien attention, il y a toujours beaucoup de fantasmes de journalistes divers et variés pour te dire quand la Panigale V4 est sortie, tout le monde annonçait tout un tas de trucs. Nous, on savait un tout petit peu, et encore Ducati garde toujours les informations très secrètes, on savait que c'était pas ce que les gens pensaient. Et effectivement, ça a été la grosse surprise. Donc, écoute, j'ai envie de te dire, on me pose aussi souvent la question, quand est-ce que Ducati fait un maxi scooter, etc. Oui, voilà.
Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et a priori, d'accord. ça ne Guillaume, se fera pas. Tu es D'accord. venu là avec une machine extraordinaire, magnifique, splendide. Tu peux nous parler de ce modèle rapidement? Alors en fait, ce modèle-là, je vais vous raconter comment j'ai découvert ça parce que c'est tout Ducati, c'est ça. Donc en 2015, je suis en négociation avec Ducati. Donc on est en 2015, j'ai ouvert le 4 juillet 2016 en négociation avec Ducati. Et Ducati me dit, écoutez, tu es invité à venir donc à la présentation des nouveautés 2016. Donc ça a lieu tous les ans en fin d'année, donc généralement au mois de novembre. Cette année-là, c'était en Sardaigne, donc très bel endroit pour ceux qui n'y ont jamais été, magnifique endroit. Et donc, je me retrouve au milieu, je suis un peu paumé, puisque je me retrouve au milieu de passionnés de Ducati qui sont distributeurs, concessionnaires depuis des années. Et donc, le deuxième jour, donc on rentre dans un dôme qui est complètement noir. Donc, il y a juste des petites croix fluo sur le sol. On est accompagné par de charmantes hôtesses italiennes. On rentre dans le noir complet par groupe de 10. Et à côté de moi, d'ailleurs, j'ai des t-shirts de ça toujours, mais j'ai Ducati Los Angeles, qui est un monsieur d'un certain âge, très gentil. Et on est dans le noir intégral. Et en fait, le dôme, en son sommet, s'ouvre et il y a juste un faisceau de lumière qui descend sur une moto, qui est la X-Diavel. Et là, je vous dis franchement, il y a quand même un frisson qui parcourt toute l'assemblée parce que on discute, on la voit. il y a quand même un frisson qui parcourt l'assemblée parce que c'est quand même un truc c'était il y a 5 ans maintenant, presque 6 ans. C'est quand même un truc assez hallucinant. Et il y a toujours, quand on présente une moto chez Ducati, il y a toujours des ingénieurs et des gens du marketing qui sont là pour répondre aux questions et tout. Et je me souviens parce que l'Américain à côté de moi, il était très ému. Et il dit, bon, mais c'est super, mais il n'y a que Ducati qui est capable de faire ça. Mais en fait, la question c'est, est-ce qu'un jour, elle sortira en vente au public? Est-ce que ça sera une moto de série? Parce que pour tout le monde, c'était un concept. C'était un concept, tellement elle était extraordinaire. Et là, quand l'ingénieur il a répondu, mais écoutez, elle sera dans vos concessions à partir du mois de mars, c'est la version définitive, il y a certains qui ont failli s'évanouir. Et ça, c'est vraiment Ducati, c'est ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on y va, on découvre quelque chose d'hallucinant. Oui, ils savent mettre en scène aussi. Mais ils sont très très forts. Je veux dire, j'ai retrouvé les seuls endroits où j'ai retrouvé des présentations de ce niveau-là, c'est chez les Américains. Oui, tout à fait. Oui, mesdames et messieurs, on a reçu Guillaume Dabrotto, qui est donc distributeur de la marque Ducati, Harley-Davidson, dans un emplacement que tout le monde voit quasiment tous les matins, on peut le dire. Tous ceux qui bougent en tout cas. Dans les deux sens en fait. Juste à côté de Carrefour, avant ou après Carrefour, en fonction de votre direction. En fonction du sens. Donc soit on descend vers le Lamentin, donc on tourne la tête sur la gauche, ou si on descend vers Fort-de-France sur la droite, et voilà. Exactement, donc on voit la concession. Tournez pas trop la tête trop longtemps pour pas rentrer dans la voiture qui est devant, mais c'est bien. Guillaume est un autodidacte pour avoir été dans son magasin. Je sais qu'il fait confiance aux jeunes aussi, aux jeunes martiniquais, parce qu'il y a d'ailleurs de très jolies jeunes filles qui vous attendent aussi, pas seulement. Des gens qui tiennent la route et qui vous accueillent très agréablement, c'est bon de le savoir. Il y a un petit étage à café qui est très, très sympa aussi. Il y a de très belles motos à l'intérieur. Il y a des accessoires bien sûr aussi. Bien entendu. Donc on peut vraiment venir en toute sécurité, obtenir un bon conseil et repartir donc soit avec une Ducati, soit avec une Harley-Davidson en fonction de son schéma de vie et de ses philosophie de vie. On a beaucoup de clients qui ont les deux. Et justement, voilà, peux-tu nous donner quand même, parce que je pense que c'est fini, c'est ça? Oui. Peux-tu nous donner quand même quelques chiffres approximatifs de Ducati et aussi Ducati cette année est en train d'exploser un petit peu, donc je pense qu'on va, si je fais vraiment une très bonne année, je vais me rapprocher des 50 motos, ce qui est assez exceptionnel. Je veux dire, il y a pas, même chez les concessionnaires métropolitains, ils font pas tous ça. Et Harley Davidson, on table sur pas loin de 40 motos si tout se passe bien. On finit sur cette idée. On applaudit Guillaume Dabrotto. Merci Guillaume. Merci à vous. Merci. Moi, une chose sûre, c'est que vu la moto, de la façon dont elle est belle, je pense que je vais aller passer mon permis. Je vous en prie. Alors chez Ducati en plus on a un partenaire avec Solution Conduite. Tu passes ton permis avec eux, on t'offre le permis si tu nous achètes une Ducati. Pas mal. Et comme il est venu dans l'émission, faut faire bouger les choses les amis. Et comme il est venu dans l'émission, acheter une moto offerte. C'est génial. On en a des petites à 9,90€, on les offre systématiquement. Voilà. Merci à vous. Merci. Eh bien, nous sommes à la fin de cette première saison, de cette première saga d'émissions Les Experts Auto avec la bande AJM sur Maxi avec grandautomobile.fr. On a de la chance, on y est arrivé, malgré tous les efforts d'Éléonore pour être en retard, etc. Steven, pareil, Jimmy, à faire couler Thierry, l'émission. Non mais moi je te l'ai dit gars. ce matin en fait. Bientôt il faudra un hélico pour se déplacer en fait. En tout cas, donc je vous rappelle que cette émission, vous l'avez bien sûr entendue sur Maxi, mais vous pouvez aussi la voir sur la chaîne de grandautomobile.fr, la chaîne aux 2 millions de vues sur YouTube, GT Auto. Donc cette émission vous a été proposée grâce
grâce à nos partenaires sans qui rien ne serait possible. Je veux parler de Maxi, le diffuseur, Audi Martinique, voiture partenaire, l'hôtel Batelière qui nous reçoit si parfaitement, le Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, vos 5 centres de réparation automobile en Martinique. Merci donc à Rodrigue Théodore qu'on a reçu tout à l'heure de l'Aza Tropique. Merci à Gaëtan Absalon de l'Aza Martinique. Merci à Guillaume Dabroto à la tête de la concession moto Dugati et juste à côté de celle de Harley Davidson. Nous étions dans la dernière émission, je vous l'ai dit, de la première saison des experts automoto qui arrive sur Maxi 107.1, 107.3 FM. Merci à notre Éléonore, Miss Sécurité des experts auto. Merci. J'étais ravie d'être avec vous. On lui avait promis, donc on l'a fait. Hein, donc voilà. Donc, il faut le mettre. Ouais, tu la mets maintenant. Par contre, on n'oublie pas, on fait aussi un grand. On prend une photo aussi, tout de suite. Essentiel. De m'habiller. De l'habiller, voilà. Et Miss Sécurité, bien sûr. Donc un grand coucou à Mélodie qui nous observe de là-bas. On va en parler de Mélodie, hein, vous inquiétez pas. Mais Mélodie qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en vacances déjà. Regardez ça, super Miss. Voilà, on peut le dire, bravo. Merci. Alors donc, ben voilà, donc on l'avait dit, hein, quand on offrirait le. Oui, c'est vrai, je vous avais mis au défi de le faire. La première émission, on l'avait dit. Hein. Merci donc à Steven Roseman, notre expert pilote automoto. On a pu le vérifier encore une fois dans cette émission. C'est vraiment l'expert automoto par définition. Toute l'émission tourne autour de lui. Elle s'effondre si Steven disparaît. C'est normal, hein. Il faut que tu sois là, c'est impératif. Non, on est une équipe maintenant, t'inquiète. On est une vraie équipe. Ça ira. Voilà. C'est officiel en plus, très bien. Merci à Mélodie Bussig qui est en vacances, déjà notre journaliste préféré qui vous propose chaque matin Tous d'ici sur Maxi, maintenant tout le monde connaît cette émission. Merci à Thierry Tumerville, déjà mythique directeur de course, toujours célibataire, ça c'est grave par contre. Ah non, c'est plus célibataire. Non, ça y est les gars, c'est comme la fin de la saison. C'est comme la fin de la saison, voilà, c'est grâce à l'émission. Voilà, c'est grâce à l'émission. Mais c'est génial. On sera là pour le mariage. Excuse-moi, par contre, t'inquiète pas. Par contre, c'est une seule femme, hein, pas plus. Oui, voilà, une seule. Non, mais bon, on te le rappelle quand même. Une par saison. Donc merci à Céline d'ailleurs à qui je remets un petit cadeau. Tu l'attrapes? Mais oui, tu vas l'attraper. D'ailleurs, je fais un petit cadeau aussi à Steven. Voilà. Merci. Je fais un petit cadeau à Éléonore. Voici. Et je fais un petit cadeau à Jimmy. Ah non. Hop, voilà. Je fais même un petit cadeau. Exact. Ah ouais, la guêpe jaune, évidemment. Comment ça marche? Je sais pas si. Attends, bleu, comment moi ça j'aurais s'ouvre, préféré en fait, rouge. concrètement. Excuse-moi, mais. Comment ça marche? Faut secouer. Faut le secouer, je pense, c'est ça? Non, faut déjà l'ouvrir. Ah, j'avais réussi à l'ouvrir, mais j'ai pas réussi finalement. Comment ça marche? Attends, Faut secouer, tu vas non? voir. Ouais. Ah ouais, ça marche, hein. Ça marche super bien.